Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport? Et animée par Laurent Garnier et Adrien Picou. Bienvenue dans la 124e émission de Et si on parlait de sport? Ici, le sport, ce n'est pas qu'un résultat ou un score, c'est une histoire d'énergie, de passion et d'émotions partagées. Chaque semaine, on vous emmène là où tout se joue, sur le terrain, dans les coulisses, au cœur de celles et ceux qui font vibrer le sport. Avec nous, ça parle fort, ça vibre et ça s'engage et surtout, ça donne envie de bouger. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenêtre, l'agence Bel Ombra avec Bruno Hamet et Dialogue Sport, des partenaires passionnés, fidèles qui partagent notre conviction. Le sport, c'est avant tout une aventure collective. Merci aussi à notre Dream Team de l'association Et si on parle de sport, animatrice, animateur, chroniqueur, consultant, toujours prêt à faire vivre le sport autrement, avec le cœur et le sourire. Alors installez-vous, mettez-vous à son bord. Le coup d'envoi est donné. L'ensemble, nous allons parler de sport. Au sommaire de cette nouvelle émission, nous allons nous rendre en première mi-temps sur les bassins toulousains pour parler natation, formation et avenir. Comment les dauphins du TOEC préparent-ils la relève entre héritage de champions et nouveaux projets ambitieux? Pour en parler, deux invités incontournables du paysage sportif toulousain, Michel Coloma, vice-président de la Ligue Occitanie de natation et directeur général des dauphins du TOEC, et Nicolas Castel, l'entraîneur emblématique et coach de Léon Marchand. On évoquera ensemble la cité de la natation, les jeunes espoirs de la région, l'actualité du club et les grands rendez-vous à venir pour la saison 2025-2026. Deuxième mi-temps, on change de décor, on prend la route, direction l'aventure, l'excellence et la performance au féminin. Nos invités du jour, Sandrine Champagne et Valérie Jiménez, nous parlent de leur épopée au rallye des Princesses Richard Mille 2025. 5 jours de course, plus de 1000 km entre Paris et Saint-Tropez, un rallye mythique où la précision compte plus que la vitesse et où l'audace se conjugue au féminin. Elles nous racontent tout, leurs émotions au départ, place Vendôme, les galères, les fous rires, la solidarité entre équipages, leur classement final et surtout cette aventure humaine partagée avec l'association des Rubies et le collectif Women on the Road. Alors attachez vos ceintures, mettez vos casques et embarquez avec nous sur cette deuxième mi-temps tout en élégance et en passion mécanique. Place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport avec Michel Coloma et Nicolas Castel. Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Et voilà, retour sur le plateau. Et si on parlait de sport, aujourd'hui on plonge dans les bassins toulousains pour parler d'un club emblématique, les dauphins du TOEC, véritable institution qui a vu éclore de grands champions, dont bien sûr Léon Marchand. Aujourd'hui au sommet de la natation mondiale, et pour en parler, deux invités qui incarnent deux regards complémentaires. Michel Coloma, qui est vice-président de la Ligue Occitanie de natation, trésorier au comité départemental de natation, et il est aussi notre directeur général des dauphins du TOEC. Nous avons aussi Nicolas Castel, qui est directeur sportif, entraîneur, pilier du club et mentor historique de Léon Marchand. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, pour commencer, pouvez-vous chacun vous présenter brièvement, nous dire un petit peu comment vous êtes arrivé au sein des dauphins du TOEC? On va commencer par toi, Michel. Je suis arrivé en tant que nageur, piètre nageur, et puis la vie a fait qu'au fur et à mesure, je me suis pris aux jeux d'entraînement avec des gamins de compétition au début, puis après ils l'ont raménagé, puis le Pôle France de Toulouse, et puis après la direction du club quand le club a grossi. Et j'ai cédé ma place à Walter Monberger qui maintenant entraîne les élites aussi. Et toi, c'était pas ta passion, la natation, forcément au départ? À la base, non, c'était le foot. Bon, on est passé. Nicolas, un petit mot sur ton parcours aussi. Oui, alors moi je suis arrivé en 92 pour nager sous la houlette de Michel, justement. Puis ensuite, j'ai continué à nager jusqu'à 17 ans à peu près. Et j'ai quitté un petit peu le club pendant quelques saisons pour me focaliser davantage sur les études. Et puis ensuite, je suis revenu en 2003. Et là, je suis passé par à peu près tous les postes du club, donc de l'école de natation, sur tous les groupes de tous les niveaux.
et jusqu'à aujourd'hui où donc je suis directeur sportif et entraîneur du groupe Élite et notamment de Léon. On résume un peu, Nicolas, par une citation que j'ai trouvée te concernant. Je te l'attribue, je ne sais pas si elle est sûre. La performance est individuelle, la réussite est collective. Je dirais que cette phrase-là m'a interloqué quand je vois le travail que tu as fait par la suite, entre autres avec plein de champions, bien sûr. Mais tu as aussi entraîné Léon Marchand, que tu as pendant plus de 10 ans. Qu'est-ce que tu retiens de cette belle aventure avec Léon Marchand ? Alors oui, effectivement, j'ai entraîné Léon pendant plus de 10 ans quand il était sur le site de Toulouse. Aujourd'hui, je continue de l'entraîner et de l'accompagner dans son projet. Et donc, cette phrase-là, elle représente un peu l'histoire, notre histoire, l'histoire du club également. Parce que chacun à son niveau doit être performant dans ce qu'il réalise au quotidien, de façon à aller vers une réussite du club, quoi, finalement. Comment cette expérience un peu particulière, elle influence ta manière aujourd'hui d'encadrer de nouveaux jeunes ou d'autres jeunes qui arrivent derrière lui, parce que c'est d'ailleurs un garçon un peu exceptionnel, mais est-ce que ça t'apporte aussi d'autres choses pour accompagner les autres ? Oui, bien entendu, parce que justement dans la réussite collective, il y a beaucoup de partage. Moi, j'ai beaucoup appris des entraîneurs que j'ai rencontrés tout au long de mon parcours. J'ai beaucoup appris avec mes aînés, avec Lucien Lacoste qui entraînait, avec qui j'ai passé 8 ans à assister le Pôle France. Beaucoup d'entraîneurs que j'ai croisés en compétition, en stage, et aussi le travail que j'ai fait avec Baumann sur l'Olympiade entre Tokyo et Paris. Voilà, donc et puis après le staff qui s'est étoffé, donc avec les kinés, le préparateur physique, enfin voilà, et tout ça c'est très enrichissant et ça m'a permis en tout cas à titre personnel d'élever mon niveau d'expertise. Est-ce que tu sens que les jeunes qui ont vécu, on l'a tous suivi effectivement, ce qui s'est passé en 2024, veulent vraiment se le mettre dans les traces de Léon Marchand derrière ? Est-ce que toi tu le ressens à l'entraînement ? Est-ce que dans le regard des jeunes ? Comment tu le vois ça ? Oui, je crois qu'aujourd'hui Léon est un exemple pour beaucoup de nageurs et beaucoup aimeraient pouvoir marcher dans ses traces, comme certains ont voulu marcher dans les traces de Phelps. Donc les jeunes ont des idoles et aujourd'hui Léon est un idole pour beaucoup de nageurs. Donc effectivement ils aimeraient marcher dans les traces de Léon. On va dire nager voilà. Dans les traces de Léon plutôt. c'est exact. plutôt nager. Michel, comment on gère un club après Léon Marchand ? C'est pas l'après parce qu'il est toujours dans l'actualité, mais on imagine que c'est aussi un défi et à la fois de notoriété et de continuité dans un club comme le TOEC, qui est un club renommé déjà. Comment on le gère ça ? On gère avec au départ quelques difficultés parce qu'on s'attend pas trop à la vague médiatique qui suit les Jeux de Paris et ses performances. Et puis à nouveau les performances qui réalisent le champion du monde derrière. Donc c'est un peu compliqué à gérer à la base, mais avec Nicolas en a parlé tout à l'heure, une équipe du club qui est soudée et qui va dans le même sens. On arrive les uns les autres à avancer, à se protéger déjà soi, ce qui est déjà pas facile, et ensuite à gérer l'ensemble du club sans que l'activité. Il faut continuer à faire vivre le club, à continuer à avoir une activité normale sans qu'elle soit parasitée par parasité, c'est pas péjoratif, mais parasité par ce genre d'événements et par ce qui en découle derrière. Ça veut dire qu'on peut pas s'empêcher de continuer à vivre malgré ce qui s'est passé. Donc on fait en sorte que les choses se passent le mieux possible pour tout le monde, tout en essayant de satisfaire chacun. Justement, on va rester dans ce travail que vous faites. Les dauphins du TOEC sont reconnus quand même pour leur filière de formation. Quelles sont, selon vous, et je parle de tous les deux, les valeurs qui définissent ce club et qui font peut-être la différence par rapport à d'autres clubs ? Alors, je vais déjà dire 2 mots là-dessus, vite fait. Je crois que ça vient du fait, on va rebondir là-dessus encore une fois, mais c'est avant tout une histoire d'homme, ce club-là, au sens noble du terme. Ça veut dire que les gens qui entraînent au Dauphin du TOEC sont des gens qui sont issus du Sérail. Alors, je vais faire le parallèle, trop de proportion gardée avec ce qui se passe au Stade Toulousain, mais on sait qu'au Stade Toulousain aussi, les entraîneurs ou les préparateurs, ils sont issus de la filière Stade Toulousain, et du coup, ils ont cette culture de l'entreprise, mais de l'équipe et de la structure. Donc, c'est plus facile derrière pour former et que tout le monde travaille dans le même sens et que tout le monde va dans le même sens au bout du compte pour avoir le même objectif. Donc ça fait à mon avis une grande partie du travail, ça, que les gens soient capables de travailler de cette façon-là avec des gens qui se connaissent depuis
tant d'années. Alors on n'est pas toujours d'accord, mais quoi qu'il en soit, au bout du compte, on sait où on veut aller et c'est facile c'est plus facile d'aller dans ce sens-là, quoi. Et Nicolas, tu as le même sentiment ? Oui, tout à fait. Ensuite, c'est vrai que l'organisation en interne et tous les partenariats que nous avons développés avec les écoles, les institutions, permettent de faciliter les filières d'accès vers le haut niveau et donc de permettre la formation de nos jeunes nageurs, quoi. Vous recrutez donc derrière, je dirais par rapport aux jeunes que vous avez, dans l'encadrement par la suite, il y a effectivement cette liaison logique de filière où on peut aussi accéder carrément à l'encadrement après du club ? Bien sûr, oui, c'est le but du jeu, quoi. Alors après, il n'y a pas de renouvellement constant puisque on cherche à avoir de la stabilité, et c'est à mon avis un des principes de base. Mais si jamais il venait à y avoir une défection quelque part un jour, la première idée, ça serait de puiser dans le vivier du club, effectivement. Par exemple, ce week-end, j'étais en compétition départementale. Bon, c'est pour donner un petit exemple, mais là, quasiment la moitié des entraîneurs, qui est pour les autres clubs du département, ont fait des passages au Dauphin-Nitoec. Donc, je pense qu'on a aussi cette vocation à former les entraîneurs, pas seulement pour chez nous, mais aussi pour le département, la région et puis même la France. Alors c'est une bonne liaison là que tu me donnes justement, petite casquette différente Michel, tu as aussi une responsabilité au sein de la Ligue et du département, en ouvrant un petit peu les yeux. Comment ça se passe cette organisation sur la région ? Là justement l'exemple est bien, c'est-à-dire qu'il y a d'autres entraîneurs qui s'occupent de clubs. Comment ça se déroule au niveau de l'Occitanie, cette région que tu gères aussi avec un président ? En fait, la gestion, elle vient du fait qu'il y a une cadre technique une cadre technique fédérale qui est là et qui est censée faire le lien entre les différents départements, entre les différentes structures et à intervenir sur ces structures-là en établissant aussi des programmes de natation, des programmes sportifs tout au long de l'année avec une équipe technique régionale composée et d'entraîneurs et d'élus, bien entendu. Il y a aussi une école régionale de formation qui fonctionne pas mal pour commencer à former du plus bas niveau d'échelle jusqu'au niveau des entraîneurs confirmés, quoi. Voilà, et puis tout ça fait qu'on a une région qui tourne bien, puisque quand on regardait les différentes composantes des équipes de France au travers des Jeux ou Championnats du Monde, on s'aperçoit que la Ligue Occitanie elle fournit chaque fois environ un peu plus de 30% de l'effectif national, ce qui est quand même énorme. Ce qui veut dire qu'on a une région qui est riche en talent, quoi. On a des espoirs un petit peu. Alors, une question large, aussi bien à Nicolas, toi. Il y a Léon Marchand, mais derrière Léon, il y a j'imagine, des pousses qui arrivent, des jeunes qui sont aussi, on parlait qui sont déjà en équipe de France, mais on observe un petit peu du mouvement par rapport à ça. Est-ce que dans cette filière-là, il y a des idées, des garçons, des filles qui émergent ? Oui, tout à fait. Il y a Alban Cachot qui l'an passé était championne d'Europe junior et qui a été médaillée en relais au championnat du monde. On a deux jeunes garçons aussi, Lucien Vergne et Alexandre Desangles, qui ce week-end ont réussi à réaliser les minima pour les championnats d'Europe en petit bassin. Voilà, et il y en a encore quelques-uns. Du CAF. Voilà, il y a des jeunes du CAF qui sont en formation et qui sont en train d'émerger. Donc il y a quand même une population de jeunes nageurs qui arrivent. Après, ça prend toujours un peu de temps, la formation. Donc, il faut pas être trop pressé. Aujourd'hui, on a des têtes d'affiche comme Léon, Maxime Grousset, etc. Qui sont un peu les fers de lance de la natation française. Mais voilà, il y a une belle densité qui arrive derrière et je pense que on est en train de pérenniser un certain niveau de la natation française. Merci. Donc, pour réussir des projets comme ça, il faut un cadre. Et il y a, Michel, un mot sur un projet qui fait rêver, c'est cette fameuse cité de la natation sur l'île de Ramiers à Toulouse. C'est un chantier majeur. Quel sera le rôle du TOEC dans cette nouvelle infrastructure ? Raconte-nous un peu cette histoire de cette cité de la natation. En fait, ça part de l'idée du fait que pour progresser encore, il fallait avoir un moyen, des équipements structurants de meilleure qualité, et donc depuis quelques années maintenant, on avait cette idée en tête. Donc ça prend du temps parce que c'est un chantier costaud, majeur. Donc voilà, donc maintenant ce chantier-là, il va naître quand on aura passé les étapes administratives, ce qui est en train d'être le cas. Et ensuite, on pourra commencer à construire ce lieu qui se veut être
un pôle d'excellence national sur le plan national, mais aussi international, pour accueillir les meilleurs nageurs et puis fabriquer nous aussi les meilleurs nageurs possibles, quoi, dans un lieu unique et dans un lieu où c'est que tout le club se retrouve. Donc voilà, c'est le but du jeu. Il est qu'on arrive à faire de ce lieu-là un lieu de vie où tout le club entier se retrouve, et puis sur la partie administrative et sportive, et puis voilà, que ce soit un bon lieu de vie. Alors, en fait, c'est une cité ouverte à tous, mais avec une ambition claire, faire de Toulouse la capitale ou la capitale de la natation française. Ouais, effectivement, c'est dans ce but-là qu'on le fait. Alors, française, effectivement, encore une fois, ça sera ouvert encore plus, mais il est aussi appelé à accueillir aussi des scolaires, un peu de tout, quoi, du primaire jusqu'au lycée. Et puis après, accueillir les adhérents du club, les nageurs de haut niveau du club, les nageurs de compétition du club, l'école de natation du club aussi sera partie de cet ensemble-là. Oui. La piscine c'est une piscine olympique. Comment, quelques informations techniques? Alors, il y a un bassin en premier étage avec un bassin de 25 mètres par 6 couloirs, un bassin d'apprentissage avec des salles de muscu autour et de récupération. Une partie qui sera dédiée au sport santé, et ensuite un étage qui sera lui dédié avec un espace entre guillemets restauration, mais aussi une partie administrative et une partie réunion pour que les secrétaires du club ou le secrétaire du club se retrouvent au même endroit, que tout le monde puisse travailler en harmonie sur ce même lieu, et un étage à nouveau avec une partie avec des vestiaires et de la récupération. En fait, le couvercle, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, c'est un des bassins de Paris 2024, une partie des bassins de Paris 2024 qui sera au 5e étage, qui viendra couvrir, chapeauter cette cité de natation. Donc il y a des gens qui pourront nager à plus de 20 mètres de haut, en ayant vu sur la Garonne, surtout sur les Pyrénées, quand il fera beau. Donc c'est quand même un beau site, quoi. Mais c'est une belle cité. Alors, juste quelques informations. On a une idée un petit peu de ce projet. L'aboutissement serait pour quand? Donc, je pense que raisonnablement, on peut penser que mi-2028 au plus tard, ça sera fini, quoi. On souhaite que ça se passe bien en tout cas. Nicolas, on va revenir sur le plan sportif. Quelles sont les priorités pour les saisons à venir au niveau du club, les compètes à venir? Là, il y a bientôt, je crois, les championnats de France. Oui, donc dès cette semaine, il y a les championnats de France en bassin de 25 qui sont la partie un petit peu fun de la saison, mais qui sont quand même assez qualificatifs pour les championnats d'Europe en petit bassin qui se dérouleront en Pologne. Et puis ensuite, sur la deuxième partie de la saison, il y aura un championnat de France qualificatif pour les championnats d'Europe qui se dérouleront cette fois-ci à Paris. Voilà, au nouveau complexe du CAO. On a plusieurs j'imagine que vous avez plusieurs qualifiés, qui vont sélectionner pour ces championnats de France au niveau du TOEC. On l'espère. Après, c'est jamais couru d'avance, donc il faut rester concentré, sérieux jusqu'au bout, en espérant en avoir le plus possible, effectivement. Ouais. Les grands rendez-vous, les grands défis du club, je parle de la question à tous les deux, quels sont-ils? Alors, il y a cette histoire de citer, j'imagine, la natation. Et quels sont les grands défis du club? Moi, je pense qu'on peut espérer... on s'était arrêté à Paris 2024 avec 10 Olympiades d'affilée sur lesquelles les dauphins du TOEC fournissaient l'équipe de France olympique. Pourquoi pas une 11e Olympiade d'affilée avec à nouveau des nageurs, des dauphins qui représenteraient la France aux Jeux de Los Angeles 2028. Ça serait encore une fois une performance inégalée jusqu'à présent dans le monde du sport, quoi. Donc on va s'atteler à ça. Puis entre Tokyo et Paris, on a beaucoup appris et on veut se servir de ce qu'on a appris pour préparer la suite. Et pour la saison 2025-2026, quels sont les grands rendez-vous? Est-ce que vous avez intérieurement, directement au niveau du TOEC, des compétitions, des grands rendez-vous, des choses que l'on peut présenter? Comme je l'ai dit précédemment, donc il y a les championnats de France en bassin de 25 à Taverny cette semaine, les championnats d'Europe en Pologne, les championnats de France en grand bassin qui se dérouleront à Saint-Étienne et les championnats d'Europe à Paris cet été. Après, effectivement, il y en a pour tous les niveaux. Donc, on a des sélections chez les juniors. Et donc, il y aura les championnats de France juniors également qui sont importants puisque les Benjamins, avec la Coupe de France des Benjamins, enfin voilà. Toute la saison est balisée par ce genre d'événements à tous les niveaux. Donc, il y a beaucoup d'événements. Je ne peux pas tous les citer là tout de suite, mais voilà, ça va être... Là, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et à partir de demain, jusqu'à mi-août,
on va être à fond, quoi. Un dernier mot pour les jeunes Toulousains ou autres, plus largement, qui écoutent cette émission et qui rêvent de se jeter à l'eau. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme petit conseil ou envie de carrément de faire le pas? Ben voilà, il faut qu'ils fassent le pas. Non, je crois que oui, après, en fonction de chacun a sa place au Dauphin du Touraine. J'entends souvent des gens qui disent oui, mais on ne peut pas parce que ils prennent que les meilleurs. Non, ils prennent pas que les meilleurs. On commence à 3 ans, on peut nager jusqu'à 90 ans si on a envie. Et chacun a sa place au sein des Dauphins du Touac. Donc, s'il y a des jeunes qui souhaitent faire la natation et qui peuvent enfiler un maillot et puis venir nous rejoindre, bien entendu que la porte est ouverte et chacun retrouvera sa place. Alors, tout le monde ne sera pas allé au marchand, mais je pense que on peut être très heureux dans le sport sans être Mbappé en foot ou le marchand en natation. Chacun peut trouver sa place, quoi. On peut vous retrouver, donc il y a un site internet pour vous retrouver. Tu peux nous donner l'adresse éventuellement ou je la rajoute? Oui, lesdauphinsdutouac.com, on nous retrouve sur internet, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous pouvez tous vous renseigner là-dessus. Merci à tous les deux d'avoir partagé votre passion avec nous. On suivra bien évidemment vos projets, vos jeunes talents et la future cité de la natation. Du bord du bassin au podium international, la natation toulousaine continue d'écrire son histoire. Grâce à des passionnés comme Michel et Nicolas, la relève est déjà en marche. Le TOEC et toute la natation d'Occitanie prouvent qu'avec de la passion, du travail et une vraie vision, on peut construire des parcours d'excellence et quel que soit son niveau. Alors à tous ceux qui nous écoutent, plongez, respirez et laissez le sport vous porter aussi loin que possible. Merci encore à tous les deux. Je vous souhaite une bonne continuation et une bonne saison sportive. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités, Sandrine Champagne et Valérie Jiménez. Et si on parlait de sport, mi-temps. Le sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une passion qui se vit sur le terrain et dans les tribunes. Encourager son équipe, vibrer ensemble, c'est ça l'esprit du sport. Mais insulter l'adversaire, contester un arbitre, faire preuve de violence, non, ça ce n'est pas du sport. Que ce soit sur le terrain ou en tribune, le respect est la règle d'or. Le vrai champion, c'est celui qui respecte ses coéquipiers, ses adversaires, les arbitres et son sport. Respectez mon sport, parce qu'avec du respect, le sport est plus fort. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de Et si on parlait de sport, aujourd'hui direction les belles routes de France pour une émission spéciale placée sous le signe de l'aventure, de la précision et de l'élégance. Il s'agit du Rallye des Princesses Richard Mille 2025, une épreuve 100% féminine entre Paris et Saint-Tropez. Et pour nous en parler, nous retrouverons avec plaisir Sandrine Champagne, qui est créatrice d'événements et d'émotions, dirigeante de Bullet Events, et Valérie Jiménez, qui est présidente du groupe Jiménez. Et toutes les deux, elles ont parcouru plus de 1000 km au volant de leur voiture de collection sur les plus beaux rubans d'asphalte de l'Hexagone. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors surtout félicitations parce que il fallait le faire et chapeau pour toutes les deux. Merci d'abord de nous accorder cet instant pour essayer de parler de sport. Vous êtes toutes les deux, on va appeler ça des pilotes qui se sont engagés dans ce rallye des princesses. Pour commencer, petite présentation chacune sur votre parcours personnel et professionnel. On va commencer par toi Sandrine, un petit mot sur qui est Sandrine Champagne. Je m'appelle Sandrine Champagne, j'ai 55 ans et j'ai 2 grands-enfants. Je suis actuellement donc en création d'entreprise événementielle, donc qui s'appelle Bullet Events et surtout depuis quelques années maintenant passionnée d'automobile et de rallye et de voitures anciennes de collection. Valérie, à toi. Moi j'ai 61 ans, j'ai 2 enfants. Un garçon et une fille, 36 ans et 30 ans, qui fait 30 ans cette semaine. Elles viennent hier, c'était tout frais. Et j'ai 4 petits-enfants, un de 14 ans, un de 10 ans, un de 3 ans et un de 8 mois et demi. Et j'ai commencé, moi, mon entreprise, ça va faire 30 ans dans un an. Avec mes enfants, j'avais mon fils qui avait 6 ans et ma fille qui avait 8 mois.
Et en fait, ils sont montés avec nous dans les camions. On avait un seul camion, on était 2 avec mon mari et on a sillonné la France en camion. Donc mes enfants, en fait, ils sont avec nous aussi. On est spécialisé dans la traction. Et dans tout ce qui est transport de colis, de messagerie, ça c'est ce que l'on fait le mieux. Et on a aussi une partie déménagement, on fait transfert de bureaux, on a une plateforme logistique de 5000 m² de surface et on fait aussi l'aménagement d'espaces cinéraires. On propose aux communes une alternative au columbarium traditionnel avec des urnes empilables sur 6 urnes sur 80 cm de diamètre. Voilà. Voilà pour la présentation et là on va passer du camion à la voiture de collection et on va se retrouver ensemble sur cette semaine incroyable, sur vos sensations, vos galères, les coups de cœur, le résultat de tout ce que vous avez appris et on va se replonger au début sur le départ et on se remet dans l'ambiance, place Vendôme à Paris. Qu'est-ce qu'on ressent, Valérie, quand on monte dans la voiture, moteur prêt, sous les applaudissements du public ? Alors d'abord, beaucoup d'émotions. J'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure et j'avais aussi, d'ailleurs qui battait plus vite que la voiture, parce que la voiture, je l'ai montée qu'à 90 km/h la première fois. Et c'est vrai que j'avais le pied qui tremblait sur l'accélérateur et ça, c'est magique en fait. C'est un moment extraordinaire et en plus avec une copilote qui était géniale, qui m'a boosté pour arriver jusque-là. Et là, on s'est dit, ça y est, on s'est regardés toutes les deux, on s'est dit, ça y est, on y est. Et ça, c'était vraiment génial. On est prête et surtout pour trouver aussi des partenaires. Il a fallu préparer la voiture, mais ça, on avait une assistance géniale. On va en parler, on va laisser un peu la parole parce que je voudrais revenir à ce départ. C'est important, c'était une première pour toi, Valérie. Sandrine, c'était un petit peu, c'est elle qui t'a embarqué dans cette aventure. Sandrine, c'était quoi, toi, tes impressions en plus? T'as une anecdote dans cette voiture parce que normalement, tu devais prendre le volant. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que je dirais comme Valérie, quand même beaucoup d'émotions. C'est ce qui a dominé, de l'adrénaline. Normalement, j'étais la pilote suite à une blessure, donc Valérie a accepté de prendre le volant et grâce à ça, nous avons pu faire ce rallye. Et du coup, j'avais une pression aussi supplémentaire d'être à côté d'elle et d'avoir ce rôle de la guider. Je me souviens que dans les premières minutes, effectivement, comme elle a dit, c'est vrai, on s'est regardé, on a dit ça y est, on l'a fait, on y est, on a souri. Nos cœurs battaient vraiment la chamade, avec beaucoup de fierté aussi, parce que c'est chouette de se retrouver avec toutes ces belles voitures qui sont alignées sur cette place qui est grandiose, d'entendre tous ces moteurs, de sentir les odeurs, parce que Valérie l'a dit souvent aussi, ces odeurs d'essence, de pot d'échappement, en fait, compte, c'est magique. Enfin, nous, ça nous a fait monter l'adrénaline. Et puis, la pression que je me suis mise dès le départ de se dire, bon, je suis la copilote, il ne faut pas se perdre. Et, alors, je te coupe. On est donc au départ, Sandrine, ça y est. Ouais. On vient de passer le panneau de départ. On va parler maintenant de ce rallye en lui-même, les routes de France. Parlez-nous un peu de ce parcours de Paris à Saint-Tropez, en passant par Dijon, Annecy, Avignon. Quels ont été les moments marquants, Valérie ? Alors moi, le moment marquant, alors déjà, comme dit Sandrine, c'est que toutes ces odeurs m'ont rappelé quand j'étais petite, puisque ma mère et mon père ont fait des rallyes de courses de côte. Donc moi, j'en avais jamais fait et mon fils fait des courses sur circuit. Il fait du rallye, il fait pas mal de choses et je me suis dit waouh, là j'y suis et je suis à fond à ce moment-là et c'est surtout toute cette élégance en plus d'être dans des belles voitures qui sont justement des princesses. Et quand on monte dedans, on se sent nous aussi des princesses et pour respecter justement ces belles princesses, nous aussi on se met sur notre 31 avec une imagination d'avoir un diadème sur la tête et ce moment magique de partir et de défiler, de faire défiler ces paysages devant nous, ça a été vraiment un moment extraordinaire que j'ai envie de revivre l'année prochaine. Toi, de ton côté, Sandrine, c'est quoi les moments marquants avec le petit handicap quand même qu'il faut dire qu'il a fallu que tu supportes parce que même si tu avais, voilà, j'imagine qu'avoir un bras un petit peu en moins, ça ne doit pas dû être facile. Oui, ça n'a pas été facile. Oui, des fois, ça a été un peu douloureux, mais ça donnait un petit peu de piquant à cette aventure. Et puis surtout, justement, ce qui m'a marqué, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on est capable de se dépasser quand on est vraiment dedans et qu'on a cette envie et qu'on prend ce plaisir, parce que ça a toujours été du plaisir. Et puis parce que l'accompagnement que j'ai eu grâce à ma pilote, qui a été vraiment un vrai accompagnement, un vrai soutien, dans tous les cas, moral et physique. Donc ça s'est oublié très rapidement. Ça revenait quand on arrivait à la fin, qu'on était fatigué, mais on était autant l'une que l'autre. En fait, c'est vrai que ça y était, mais c'était pas quelque chose qui nous guidait en fait le plus. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est plutôt un événement, c'est l'accident d'une voiture.
quand une Corvette dans un virage a fait un frontal avec un camion. Ouais, ça nous a... Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, Valérie l'a pas dit, mais je pense qu'elle l'a ressenti comme ça, mais elle me l'a pas fait ressentir. Mais moi, à ce moment-là, j'avais peur de remonter dans la voiture. J'ai eu un petit moment, ça n'a pas duré longtemps. On va parce que j'ai confiance en Valérie. Voilà, on va rappeler justement que c'est un rallye de régularité, c'est-à-dire que c'est la précision qui est avant la vitesse. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment ça marche ce type de rallye ? On vous imagine pas en train de courir à fond, mais par contre il y a une précision, il y a de la tactique. Voilà, j'imagine que pour un pilote c'est pas facile, copilote en même temps. Comment t'as vécu ça toi, Valérie ? Bon, je rebondis sur ce que dit Sandrine, c'est que ce moment-là, c'est vrai que je l'ai pas fait ressentir parce que l'intérêt, je ressentais bien que Sandrine des fois se mettait la pression toute seule parce qu'elle voulait être au top en tant que copilote, et moi j'étais là pour la rassurer en lui disant bon, de toute façon on est là pour se faire plaisir, on est là pour passer justement des bons moments ensemble, des belles rencontres aussi. Et c'est vrai que le jour où on était sur le parking à attendre si on devait repartir ou pas et faire cette zone de régularité, je me suis quand même posé la question en disant bon, si on l'annule ce sera bien, parce que j'avais pas forcément envie de la faire celle-ci. Et en fait jusqu'à aujourd'hui j'ai encore du mal à comprendre les zones de régularité. Donc on doit faire aussi encore un stage parce qu'on apprend tous les jours en fait, et qu'on pensait des fois être meilleur que ce qu'on a eu comme résultat, et non. Et le jour où on a conduit 10 heures de conduite, où c'était génial, hein, c'était un super moment où on a passé 10 heures dans la journée à être dans une voiture et voilà, et à faire des zones de régularité, faire pas mal de choses. En fait c'est là où on a gagné 20 places. Et à aujourd'hui, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi ce jour-là j'ai gagné des places. Mais ça viendra en fait, hein. C'est que mon premier rallye, donc je me dis qu'au bout de plusieurs rallyes, ça va aller bien. Et pour moi, c'est important en fait aussi de se dire, on doit se faire plaisir, rester ensemble. Et c'est ça qui a été le plus beau cadeau, c'est de rencontrer une fille comme Sandrine, qui dit que je lui ai apporté, oui c'est vrai, mais elle aussi m'a apporté que dans toute rencontre, on s'enrichit les unes les autres, ou les uns les autres. Et là, à ce moment-là, c'est vrai que on a tellement ri, on a tellement passé des moments où on a vibré nous parce qu'on riait tellement, mais il y avait des énergies à l'intérieur, des vibrations qui sont tellement fortes que oui, ça a été drôle quand on s'est arrêté en fait. Ça c'est le côté marrant, mais il y a forcément eu des galères, un moment où tout ne s'est pas passé comme prévu. Ah oui, alors une fois déjà, Sandrine me dit je crois que là on s'est trompé, bon déjà en partant la première fois, donc moi je trouvais que c'était super, on était sur les bonnes routes, bon apparemment non, mais c'est pas grave, c'était tellement chouette. Et après une fois elle me dit Valérie, je crois qu'on s'est vraiment trompé. J'ai dit oui, c'est vrai que ça correspond pas du tout. Bon, elle avait sauté une page, mais c'est pas grave, c'était après on a piqué un fou rire. Et c'est ça qui est chouette, c'est que du moment où on a eu des galères, bon on a eu aussi, on est tombé en panne avant d'arriver justement à Annecy, et là oui c'était chouette parce qu'on a eu justement la voiture qui a gagné, mais qu'on a su après, à la fin, elle s'est arrêtée pour nous aider. Et là, je me dis, il y a de l'élégance. Ça, c'est des vrais nanas. Parce qu'il y a aussi ce côté d'entraide. Et c'est ce que j'ai ressenti le plus dans ces 100 équipages, c'est de sentir de l'entraide. Alors, il n'y a pas que des princesses. Je dirais pas le terme que j'emploierais pour certaines nanas qui nous ont pris la tête. Mais la majorité, quand même, ce sont des princesses. Donc, voilà. Sandrine, un petit mot sur le moment où tout n'a pas été comme tu le pensais. Moi, j'aurais juste voulu quand même repréciser la régularité, parce que il faut pas oublier que, même Super Auto le dit, que sur la régularité, c'est quelque chose qui est très compliqué. Les gens ont l'impression, parce qu'on ne roule pas vite, que c'est beaucoup plus simple. C'est pas vrai. C'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus stratégique. Paraît-il que les femmes sont plus douées que les hommes parce que nous sommes souvent plus calmes et plus concentrés. On est moins excités par la vitesse. Quoique, moi j'avais une pilote qui roule vite. Mais ceci dit, effectivement, c'est très compliqué parce qu'il faut tenir la vitesse, le chrono et ne pas se perdre. Donc pour le copilote, il y a ces 3 paramètres, mais pour la pilote aussi. La pilote, elle suit sa route, elle écoute les données, elle regarde sa vitesse, elle écoute le chrono, elle le demande. Donc c'est un très bel exercice parce qu'il y a cette force du binôme qui s'écoute, qui se parle, mais c'est très compliqué. Et l'idée, c'est pas d'arriver les premières, mais c'est d'arriver pile à l'heure. Et ça, c'est très complexe. Et voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus parce que c'est un vrai sport, c'est une vraie compète. Donc voilà. Et après, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Valérie. J'aurais dit la même chose. Ce moment de la panne à Annecy, qui est un moment aussi fort,
où Valérie pousse la voiture. Moi, je peux pas la pousser parce que j'ai mal au bras, j'arrête la circulation. Et la voiture qui arrive derrière et qui, on le saura après, sera la gagnante, s'est arrêtée spontanément alors qu'elle pouvait arriver à Annecy dans les temps. Elle s'est ralentie pour nous aider. Et ça, c'est la vraie élégance aussi du rallye et du sport au féminin et de la vie. En fait, c'est le reflet de la vie. Et des gens comme ça, il y en a et il y en a pas. Voilà. Donc, c'était génial. C'est en fait un moment de galère qui se transforme en moment de grâce, d'émotion pure, on peut dire, parce que c'était l'objet de ma deuxième question. Quel est le moment un peu de grâce, de plénitude que vous avez vécu toutes les deux, à un moment donné, plus fort peut-être dans ce rallye? Alors des moments de grâce, on en a eu pratiquement tous les jours. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'étais tellement fière d'arriver et de me rendre compte que j'étais capable de conduire cette voiture, alors que d'être pilote en fait. D'être pilote, alors que on est parti au mois de mai et au mois d'avril, je me suis fait opérer quand même des 2 yeux. Donc on était toutes les deux. On est partis toutes les deux avec un handicap. Mais c'était bien parce que on a aussi rencontré justement 2 autres binômes qui avaient leur copilote qui était malvoyante. Non-voyante. Et ça, waouh! Parce qu'elles avaient de l'humour. Enfin, il y en a une, c'était la fille et la mère, et la fille a dit, bon, moi, il faut pas que je me plante. Enfin, ma mère doit pas se planter parce que moi, je pourrais pas conduire. Et ça, c'est quand même magique d'entendre ça, d'avoir cet humour. Ça nous remet, en fait. Donc, son roadbook était en braille, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer. C'est ça. Ouais. Et ça nous remet, en fait, ça nous permet de relativiser. Parce que je me suis dit, moi, mes yeux, ça va, quoi, je veux dire. Et Sandrine, son bras, ça va. D'ailleurs, Sandrine, toi, combien de fois tu m'as dit que tous les jours du rallye, t'as super bien dormi alors que t'avais mal avant et t'as eu mal après. Donc ça veut dire c'est hallucinant. Voilà, psychologiquement, il y a ce côté de dire que notre cerveau arrive quand même à mettre de côté nos douleurs pour des choses qu'on aime. C'est important. Un petit mot juste sur le résultat qui est pas forcément primordial, mais juste pour que vous situez un peu, quel était votre classement au final? C'est moi qui vais répondre, parce qu'on va pas répondre à cette question. On va pas répondre à cette question. Il n'y a pas de piège, c'est juste, voilà. Non, mais c'est pas grave, mais nous, moi, j'ai pas envie de répondre à cette question comme ça, en tous les cas, c'est-à-dire de dire qu'effectivement, on n'a pas eu le classement que l'on souhaitait et que je pense que l'on mérite, parce que effectivement, on a toutes les deux appris au fur et à mesure comment les choses se passaient. Même si je l'avais fait une fois, ça change rien. C'est la première fois, moi je l'ai fait pareil, sans savoir ce que je faisais. Donc cette fois, on a essayé de le travailler, on a essayé de comprendre, et c'était compliqué de comprendre parce qu'il y avait des moments où effectivement on gagnait 20 places, d'autres fois on en perdait 20, donc c'était compliqué. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui nous motive aussi et qui nous donne encore plus la niaque pour justement recommencer et pouvoir vous donner un bon classement l'année prochaine. On va revenir maintenant sur la préparation, parce que sur une aventure comme ça, il faut quand même préparer. Derrière vous, il y a aussi toute une équipe qu'on appelle souvent les invisibles de votre aventure. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur ces gens et sur la manière dont vous avez préparé votre aventure? Oui, alors moi, les invisibles, c'est surtout nos 2 assistants qui ont été vraiment... je crois que, déjà, on a été servis alors mécaniquement, mais en même temps, moralement. Ils étaient tout le temps là quand on a citer, Ah oui, c'est l'équipe de Soupape qui est Théo, Benoît et Antoine, qui eux en fait étaient là invisibles, mais qui étaient là toujours au bon moment. Moi, j'avais besoin de mettre un coussin sous les fesses, un coussin derrière le dos parce que j'ai quelques petits soucis de dos. Donc, grâce à cet accompagnement moral, physique, ou quand on avait froid, parce qu'on a eu des moments quand même de galère où il faisait 6 ou 8 degrés avec la pluie, mais c'était tellement chouette. Enfin, il me tarde d'y revenir parce que je fais encore des rêves comme ça de dire je suis sur la route avec eux, qui nous accompagnent, voilà. Et certains équipages auraient aimé avoir la même assistance. Donc le soir, quand on se faisait chambrer en disant on veut bien les mêmes assistants, oui, mais non, mais ce sont les nôtres, hein, donc on les a choisis. Sandrine, ton retour sur ceux qui t'ont aidé aussi à préparer, parce qu'au-delà de ça, il y avait aussi l'accompagnement, il y avait les partenaires. Voilà, raconte-nous un peu. Effectivement, pour pouvoir parler de Théo et d'Antoine, c'est parce que on a eu tous ces partenaires et ces sponsors qui ont été derrière nous, qui nous ont permis de boucler le budget
Attends, on était un peu sur le fil, faut dire ce qui est cette année. On était sur le fil. Avant de rencontrer Valérie, pour être très transparente, je n'avais pas réussi et je pensais ne pas partir en 2025 puisque je n'avais pas réussi à atteindre le budget. Et puis, avec Valérie qui a adoré le projet et qui avait cette envie, et moi, je voulais qu'elle soit avec moi. Et au début, elle dit, ok. Enfin, elle était obligée de réfléchir parce que quand même, elle est une grosse entreprise, on part pas comme ça, c'est compliqué quand même, il faut arriver à tout caler. Elle a réussi, mais au-delà de ça, elle est devenue aussi le sponsor, un sponsor, et surtout, elle m'a ouvert beaucoup de portes. Il faut le reconnaître que tous les gens qui nous ont accompagnés ont été des personnes qui sont également dans l'esprit du sport, dans l'accompagnement en général, qui sont aussi pour la cause féminine. Et c'est grâce à tous ces gens-là qu'on a réussi à tout construire. Et puis on peut reparler aussi de Soupape, cette assistance qui est devenue notre assistance, mais qui au départ sont quand même ceux qui nous trouvent la voiture. C'est le départ essentiel de notre rallye. Sans voiture, on partait pas. Et puis surtout, nous, on soutenait une cause. Et tous ces gens, moi, j'admire et je remercie ces gens-là, mais je trouve que c'est beau ce qu'ils font parce qu'ils le font dans un but d'aider, de soutenir, que ce soit les femmes, que ce soit évidemment la cause que nous avions choisie cette année. Justement, Sandrine, tu me permets de faire des liaisons. Vous avez aussi couru pour une cause. C'est un rallye, donc il y a le côté sportif, le côté aventure, mais il y a aussi quelque chose de plus profond qui est de courir pour des causes qui sont deux associations que vous vouliez soutenir, qui sont les Rubies et Women on the Road. Est-ce que vous pouvez l'une et l'autre, peut-être Valérie, présenter les Rubies et inversement, voilà. Rubies, c'est une association en fait qui est là pour soutenir les femmes qui ont eu un cancer et qui sont là pour se reconstruire par le sport, par une activité en tout cas sportive. Et moi, je crois beaucoup justement au sport pour tout le monde, mais qu'on fasse un peu de sport ou beaucoup de sport, ça permet en fait d'équilibrer entre l'esprit et le corps. Et c'est vrai qu'on fait de la prévention, mais on peut aussi faire de la reconstruction grâce au sport. Et c'est pour ça que cette année, on a soutenu l'association Les Rubies. Et je suis dans tellement d'associations justement qui soutiennent les femmes en général que voilà, pour moi c'est important de soutenir les femmes parce que on n'a pas beaucoup justement de soutien à ce niveau-là. Et cette année, je pense que ce sera pire avec ce qui se passe au niveau gouvernemental. Pour le moment, pour moi, il faut qu'on se soutienne et justement le rallye en est une preuve. Et après, on pourra citer tous les sponsors qui nous ont aidés, notamment les derniers sponsors, parce qu'on a trouvé les sponsors en 1 mois. Ça a été aussi un challenge d'arriver à trouver ces sponsors, puisque bon, moi j'ai dit à Sandrine, ok, allez, go, on y va. Et c'était juste 1 mois avant de partir. Et donc là, c'est un peu sportif pour trouver tous ces sponsors. Mais comme j'ai quand même pas mal de personnes autour de moi qui croient justement en moi et en ce que je fais en général, du coup là, ils m'ont tous suivi et je les en remercie. Sandrine, justement, la deuxième association que vous avez soutenue aussi, qui est Women on the Road, quelques mots sur cette association. Alors en fait, Women on the Road, c'est une association que j'ai créée justement dans le but, je l'ai créée pour 2025. 2024, ça n'existait pas. Et en 2025, tout comme Valérie, quand on fait quelque chose, que ce soit un événement ou quand on participe à un événement, on a bien donné du sens à ce qu'on fait et on porte certaines valeurs. Et Women on the Road, en fait, c'est là pour ça. Women on the Road, c'est une association qui va permettre aux femmes qui en ont envie et qui n'osent peut-être pas, c'est le mot de Valérie, je mets des guillemets, puisque ça lui appartient, c'est osons, oser, de participer à ce genre de challenge, à ce genre d'événements sportifs et notamment de rallye automobile. Et on a rencontré beaucoup de femmes dans notre vie de tous les jours depuis qui nous disent « Oh là là, mais j'en rêve, mais est-ce que je suis capable, est-ce que je pourrais, mais vous croyez ?» Bon. Et donc cette association, elle est là pour ça, pour les aider, pour les guider, pour les emmener dans notre sillage et pour permettre aussi, bien sûr, à nos sponsors d'avoir aussi... je vais être transparente, une défiscalisation. C'est un peu normal que tout le monde puisse porter des valeurs et qu'on puisse en être récompensé. Il faut pas avoir de langue de bois. Et grâce à cette association, nous imaginons, peut-être on en parlera plus tard, mais avec Valérie, nous avons imaginé une autre participation différente pour 2026, pour aller toujours plus haut, toujours plus loin. Alors, si vous deviez toutes les deux résumer cette expérience en 1 mot chacune. Plaisir. Plaisir, Valérie.
cœur qui bat, plaisir aussi. Je vais terminer avec cette question classique. Et maintenant, on se retrouve en 2026 sur la ligne de départ ? Ah oui, complètement. Ah oui, Vous êtes partante ? oui, un grand oui. Partantes toutes les deux et C'est important d'abord de les remercier, ça me paraît une belle chose. Et en même temps, peut-être les stimuler pour leur dire rendez-vous l'année prochaine. oui, alors moi je donne justement rendez-vous à Legapol, qui est une société de notaires, avocats, gestionnaires de patrimoine, qui nous soutiennent. Enfin, au niveau Gimenez, on travaille beaucoup avec eux. Nicolas Roumagna, qui est une société de cave à vin en fait. Il vend des vins pour les cadeaux de Noël ou des choses comme ça. Mutuelle Prévifrance. Alors évidemment c'est notre mutuelle chez Gimenez, mais c'est la mutuelle de pas mal d'entreprises sur la région Occitanie et élargie. Ensuite, Prévifrance, il y a Daniel Fléau qui fait partie de Prévifrance. Il y a Biotech, qui est une société d'alarme de sécurité en fait, et qui sont pas mal justement dans tout ce qui est conciergerie ou des grosses sociétés qui ont des voitures de luxe. Donc ça peut et puis ça fait aussi les sociétés de transport et autres. Ensuite, il y a l'Aftral, qui est un organisme de formation dans le transport. Ensuite, il y a Woody's avec Jean-Philippe Aznar, un lunetier espagnol qui fait des super lunettes un peu beaucoup design d'ailleurs. Il y a Vertical avec Christian Badia, qui est une société de ravalement de façade pour les maisons anciennes ou un peu plus nouvelles, mais il faut que la façade soit un peu abîmée, et qui est un franchisé sur le plan national. Ensuite, Jackie Gastesso. Idéal Concept. Voilà. Petit réseau. Ah oui, ces réseaux, je suis la présidente d'une association d'assistantes et assistants sociaux qui met à disposition justement des assistants pour aider les services de ressources humaines dans les sociétés. Et ensuite, il y a aussi Altige, qui est une société d'avocats avec France Charruyer et Sylvain, qui tous les deux m'ont soutenu également. Alors, il y a CETAC aussi, transport. Ah oui, Chantal. pardon, j'oublie Chantal Kierman, qui est une présidente extraordinaire d'un groupement qui s'appelle Evolutrans et qui a une société de transport qui s'appelle les transports CETAC, qui, elle, fait le rallye des gazelles. Ouais. Donc, comme quoi, on se croise souvent, et c'est une super nana aussi. Donc, pardon Chantal, si je t'ai oublié, c'était pas le CIC du Sud-Ouest. Oui, qui me suit, le CIC du Sud-Ouest qui me suit justement sur tous mes projets financiers et autres, qui est une super banque. Alors j'en ai plusieurs, donc mais là c'est que le CIC qui m'a suivi. Donc à vous, mesdames et messieurs des autres banques, à me suivre aussi. L'appel est lancé. Ouais. Il y a Unique Group, les assurances. Ah oui, aussi. Voilà. Et puis je sais pas si tu as dit Actual. Non, alors Actual, grâce à Actual, c'est un des derniers qui nous a donné le sponsor, et c'est merci à Bruno Sola qui a foncé sans trop réfléchir en disant bon, si Valérie me demande, je fonce, et où on a pas mal de points en commun justement sur certains partenariats. Et Actual est partenaire de beaucoup d'associations sportives et de grands sportifs, donc je suis honorée de savoir que j'ai été dans ce lot, et qui nous a permis d'avoir notre assistance justement de Théo et d'Antoine. Exactement. Et pour finir, je dirais aussi que nous avions quelqu'un d'important également qui était Juvaprod, Patrick Chevalier, oui, que Laurent vous avez interviewé récemment, je crois. Tout à fait. Et donc, il nous a permis de réaliser un documentaire sur notre course qui sera diffusé donc auprès de nos sponsors, mais également on essaye de le faire tourner, de le diffuser dans quelques salles en France. On va s'occuper de ça d'ici un mois. Bien sûr, on va citer Delaware, le monsieur qui nous a prêté sa voiture et qui est un garage automobile à Perpignan qui rénove les véhicules anciens. Il a une caverne d'Alibaba, c'est juste magnifique si vous aimez les voitures de collection. Nous avons le Patio Occitan. Le Patio Occitan qui nous a sponsorisé et qui nous a reçus à plusieurs reprises pour faire nos événements pour le rallye. Thomas Fantini qui nous a prêté le Bibent, il a plusieurs entreprises, surtout des restaurants, Scandi Pergo, enfin la maison Pergo, justement le restaurant La Pergola, le Bibent. Et puis bien sûr on peut redonner Soupape, puisque c'était notre assistance mais pas que. Femmes du rugby, exactement.
pour les soirées, nous avions un traiteur, Sochep, qui nous a accompagnés en sponsoring également, ainsi que Réciproque Action pour des cidres. On a Donéo, qui est notre sponsor, enfin moi qui m'a accompagné effectivement sur l'année précédente également. Et puis Brume de Café. Et pour finir, nous avons eu une partenaire qui nous a prêté de jolis chapeaux, Mathilda. L'aventure du rallye des princesses 2025 se termine, mais les souvenirs, eux, resteront longtemps gravés dans les esprits. Au-delà de la performance, ce rallye est une véritable leçon de ténacité, de complicité et d'élégance. 5 jours d'efforts, d'émotion, de précision et de passion sur les belles routes de France. Un concentré d'énergie féminine et d'esprit sportif. Leur histoire, c'est celle de 2 femmes qui ont osé, préparé, persévéré et franchi la ligne d'arrivée avec le sourire. C'est aussi un message fort. Le sport automobile, quand il est vécu avec le cœur, devient un formidable vecteur de solidarité et de dépassement de soi. Alors bravo Sandrine et Valérie, bravo à toutes celles et ceux qui chaque jour prennent la route de leurs rêves. Merci Sandrine et Valérie pour ce magnifique partage. Votre aventure, c'est de la passion, du courage, de la solidarité, tout ce que l'on aime raconter dans Et si on parlait de sport. On vous souhaite de belles routes pour la suite. On vous retrouve, c'est sûr, sur la ligne de départ la saison prochaine. On vous suivra avec Et si on parlait de sport. À bientôt et bonne route. Merci Laurent. Merci Laurent. Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 124e émission de Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos invités du jour, Michel Coloma, Nicolas Castel, Sandrine Champagne, Valérie Jiménez. Merci pour vos voix, vos parcours, vos témoignages et vos passions. Merci aussi à vous, éditrices, auditeurs fidèles. Continuez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est vous notre moteur. Merci à nos partenaires LG Consultants, Amper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenette, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet et Dialogue Sport. Vous aimez Et si on parlait de sport ? Passez de l'autre côté du micro, devenez vous aussi un membre ou supporter de l'association, parce que Et si on parle de sport, ce n'est pas qu'une émission, c'est une communauté de passionnés qui fait vibrer le sport sous toutes ses formes. En nous rejoignant, vous aidez à valoriser ces acteurs, à raconter ces plus belles histoires et à faire grandir cette aventure collective. Rejoignez-nous dès aujourd'hui et faites battre le cœur du sport avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Et si on parlait de sport, votre rendez-vous où la passion du sport se conjugue toujours avec humanité. Allez, à très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.